Aujourd'hui, nous étudions une affaire de la fin du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Amy Smart est née le 16 février 1872 à West Brighton, sur la côte du Sussex en Angleterre. Elle était la fille de John et Anne Smart, qui vivaient modestement et travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. La vie dans l'Angleterre de la fin de l'époque victorienne, pour une famille ouvrière, signifiait peu de luxe et une attention particulière aux besoins essentiels. Amy a grandi dans une petite maison, partageant sa chambre avec ses frères et sœurs et aidant aux tâches ménagères dès l'enfance. L'éducation était devenue plus accessible à l'époque de l'enfance d'Amy, et elle a fréquenté l'école primaire locale où elle a appris à lire, à écrire et à compter. En dehors de l'école, elle a aidé à la maison, faisait des courses, s'occupait des tâches ménagères et assistait ses parents dès qu'elle le pouvait. C'était une existence simple et pratique, définie par les exigences quotidiennes de la vie familiale. À l'âge de 17 ans, elle a épousé Frederick James Gregory, un jeune homme de la ville de Worthing qui avait 5 ans de plus qu'elle. Le 13 mai de la même année, elle a donné naissance à une fille que le couple a nommée Amy Sarah Ann. Un fils a suivi 3 ans plus tard, né le 27 janvier 1892, qu'ils ont appelé James William Walter. À ce moment-là, le couple vivait avec leur enfant dans la rue Albert à Richmond. Une ville en périphérie de Londres, connue pour ses rues calmes, ses promenades au bord de la rivière et un mélange de familles ouvrières et de la classe moyenne. Le quartier avait un esprit de communauté, avec de petits commerces et des maisons proches les unes des autres, et où la vie quotidienne tournait autour du travail et de la famille. Frédéric a exercé plusieurs emplois au début de leur mariage. Il avait travaillé comme palefrenier, cocher, peintre en bâtiment et poseur de papier peint. Ces changements reflétaient les opportunités offertes à un homme de la classe ouvrière à la fin de l'époque victorienne. Pendant ce temps, tandis que son mari était au travail, Amy gérait la maison et s'occupait des enfants, cuisinant, nettoyant et gagnant de l'argent quand elle le pouvait. En Angleterre victorienne, ces responsabilités pesaient entre les femmes, censées gérer le foyer pendant que leur mari travaillait. Amy faisait de même, élevant leurs fils et leurs filles dans leur modeste maison, tandis que Frédéric, souvent absent, gagnait un maigre revenu. Mais la pression quotidienne, les soucis financiers et les exigences de l'éducation d'une jeune famille les ont finalement submergés. Et Frédéric et Amy se sont séparés vers la fin de 1893. Quelle que soit la raison de leur séparation, ils ne l'ont jamais vraiment révélé. Frédéric a emmené les enfants vivre chez ses parents, et Amy a dû se débrouiller seule. 6 mois plus tard, elle était enceinte à nouveau. Elle travaillait comme domestique, un poste qui exigeait de longues heures de travail pour peu de salaire. Et pour les femmes enceintes, le fardeau était encore plus lourd. On attendait des domestiques qu'elles soient discrètes, infatigables et sans exigence. Une grossesse rendait cette vie presque impossible. À 8 mois de grossesse, la situation d'Amy était devenue désespérée. Seule, sans mari et sans foyer à elle, elle s'est tournée vers le seul endroit qui lui restait. Le 12 décembre 1894, elle est entrée à l'asile de Richmond, une institution austère destinée à offrir un abri et des soins de base aux indigents. L'asile était sommaire et inconfortable. Il y avait des dortoirs froids, des lits étroits et une routine stricte de travail, de repas et d'inspection. La vie y était réglementée, impersonnelle, un refuge pour ceux sans ailleurs, mais pas un foyer au sens habituel. Dans le registre, elle inscrivit seulement Amy Smart et se déclara célibataire, bien qu'encore mariée. 3 semaines plus tard, la veille du Nouvel An, elle accoucha d'une femme à l'hospice. Elle la nomma Françoise Maud Smart et elle fut baptisée le 20 janvier 4 jours plus tard, Amy choisit de quitter l'hospice de son propre gré. Sa vie, déjà incertaine, était maintenant devenue encore plus difficile. Seule à Londres, en 1895 avec un nouveau-né et sans moyen de subsistance fiable, cela signifiait qu'elle allait devoir lutter constamment simplement pour survivre. Tard dans la nuit du vendredi 25 janvier, Amy frappa à la porte d'une maison sur Alexandra Road à Richmond, portant son bébé dans ses bras. Elle demanda si elle pouvait trouver une chambre pour la nuit. Il était presque 10h30. Mais la dame qui vivait là, Madame Sarah Burridge, inquiète pour le bien-être du bébé, la laissa entrer. Amy la remercia et lui dit qu'elle n'avait ni amis ni foyer où aller, et que si on ne l'avait pas accueillie, elle n'aurait eu d'autre choix que d'errer dans les rues toute la nuit.
Madame Burridge essaya d'aider Amy, et le 29 janvier, elle organisa la venue d'une femme nommée Madame Charlotte Williams chez elle afin qu'Amy puisse lui parler. Madame Williams lui dit qu'elle pouvait s'occuper du bébé pour 5 shillings par semaine. Pour une jeune mère célibataire à la fin du 19e siècle, de tels arrangements étaient la seule option, car le travail stable et le soutien social étaient rares. Le bébé est resté là pendant près de 2 semaines, période durant laquelle Amy n'est venue voir sa fille qu'une seule fois. Le bébé était en bonne santé et Madame Williams s'y est vite attachée. Pour Madame Williams, garder des enfants était un métier et elle refusait de le faire sans rémunération. Alors, quand Amy n'a pas pu payer, elle a ramené l'enfant chez Madame Burridge. Amy aurait pu retourner à l'asile, mais elle a choisi de ne pas le faire, ne voulant pas endurer ses règles strictes et ses conditions surpeuplées. Elle a tenté de se loger seule. Et le 12 février, avec son bébé, elle est arrivée chez Madame Anne French et a pris une chambre au tarif convenu de 3 shillings par semaine. Chaque matin, elle sortait soit pour travailler, soit pour chercher du travail, emmenant parfois son enfant avec elle. Au début, le bébé était très calme, mais après quelques jours, elle a commencé à pleurer et Madame French a pensé que le bébé avait faim. À ce moment-là, la situation devenait vraiment désespérée, chaque jour étant plus incertain que le précédent. Amy a cherché quelqu'un qui pourrait s'occuper de son enfant. Le 18 février, elle a rendu visite à mademoiselle Eliza Whitrod, qui habitait Princess Road à Richmond. Elle s'est présentée comme Madame Gregory et a proposé 6 shillings par semaine pour laisser l'enfant là-bas. Cependant, Madame Whitrod a refusé sa demande. N'ayant pas obtenu l'arrangement voulu, Amy a continué à chercher quelqu'un pour prendre le bébé. Le 20 février vers 20h40, Madame French a entendu le bébé pleurer, suivi du bruit d'Amy essayant de la calmer. Elle a entendu la porte s'ouvrir, puis se refermer. Comme Amy et son bébé avaient quitté la maison, Madame French a entendu Amy revenir vers 22h15, mais étrangement, sans l'enfant. Elle a demandé où était le bébé, et Amy a répondu qu'elle l'avait laissé sous la garde de Madame Whitrod. Juste avant 7h du matin, le mardi 21 février, William Walker se promenait sur le chemin de halage à Richmond quand il s'aperçut quelque chose dans le fossé près de l'Old Deer Park. En regardant de plus près, il a vu un enfant allongé sur la glace. Il ne l'a pas touché et est plutôt allé prévenir la police. Peu après, Monsieur Walker est revenu avec l'agent de police John Adams, qui a ramassé le corps et constaté que c'était une petite fille. Il est allé au poste de police et a remis le bébé décédé au docteur Matthew Gardner. La petite fille avait environ 1 mois et un mouchoir blanc était enroulé autour de son cou. Plus tard, le docteur Gardiner a pratiqué une autopsie et constaté que le bébé émacié ne pesait que 2,5 kg, sans nourriture dans l'estomac ni les intestins. Il a confirmé qu'elle était morte depuis au moins 12 heures et bien que l'exposition et la faim aient contribué à sa faiblesse, la mort avait été causée par suffocation. L'affaire est rapidement devenue une enquête urgente, les agents cherchant à comprendre comment l'enfant s'est retrouvé dans cet état et qui était responsable de sa mort. La nouvelle de cette découverte macabre s'est vite répandue à Richmond, provoquant tristesse et inquiétude. La police a lancé des recherches urgentes pour retrouver la mère de l'enfant et l'enquête a progressé rapidement alors que les agents cherchaient des personnes susceptibles de confirmer le nom du bébé. C'est Jacques Français, un plombier local, qui s'est présenté le premier pour identifier la petite fille décédée. Il l'a immédiatement reconnue comme l'enfant d'Amy Gregory, qui logeait chez lui depuis le début du mois de février. Sa confirmation a rapidement été soutenue par d'autres personnes. Avec sa fille, Madame Charlotte Williams a également vu le corps et a confirmé qu'il s'agissait bien de l'enfant qui avait été laissé sous sa garde. Ces témoignages ne laissaient guère de doute dans l'esprit des autorités. La mère du bébé, retrouvée mort près du chemin de halage, était une jeune femme appelée Amy Gregory. Le 24 février, le détective Thomas Hawkins est arrivé chez Monsieur et Madame French, où Amy logeait. Une fois qu'elle a confirmé son identité, il l'a informé qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre de son enfant. Le corps du nourrisson, expliqua-t-il, avait été découvert 3 jours plus tôt le long du chemin de halage de Richmond. Ces mots la frappèrent violemment. Elle insista d'abord sur le fait que son enfant était toujours à Richmond, puis elle hésita et demanda « Comment l'avez-vous découvert ?» J'aurais voulu l'avoir envoyée à des kilomètres d'ici. Elle fut alors placée en garde à vue. Le lendemain matin, le 25 février, l'inspecteur William Pawksley lui a officiellement signifié les charges au poste de police de Richmond. Sa réponse fut un déni.
mêlée à une omission douloureuse de sa situation. Elle a dit « Je n'ai pas tué mon enfant, elle est morte de faim. J'ai perdu mon lait à cause du stress, sans argent ni travail pour acheter à manger. » Elle a ensuite confirmé que son nom était Amy Gregory et a dit qu'elle était une femme mariée, vivant séparée de son mari. Ces mots désormais consignés, l'affaire a échappé à la police. Amy Gregory allait être jugée pour meurtre. Le bébé a été inhumé au vieux cimetière de Richmond le 4 mars 1895. Un peu plus de 3 semaines plus tard, le 27 mars, sa mère, Amy Gregory, a comparu devant l'Old Bailey pour son meurtre. Pour l'accusation, M. C. F. Gill a déclaré au tribunal que lorsque l'enfant d'Amy Gregory n'avait que quelques semaines, elle l'avait emmené dans l'Old Deer Park à Richmond, l'avait tué et avait abandonné le corps dans un fossé. Il a reconnu ses difficultés et l'a décrite comme une femme sans argent, sans travail et avec peu de soutien. Il a cependant souligné que, malgré sa situation désespérée, d'autres options existaient et que la pauvreté ne justifiait pas un tel acte. Plusieurs témoins ont été appelés, y compris des infirmières de l'asile de Richmond, qui ont témoigné de la naissance de l'enfant en décembre dernier. Ils ont décrit le bébé comme étant en bonne santé et sa mère, connue sous le nom d'Amy Smart. Madame Sarah Burridge se souvenait qu'Amy logeait chez elle, mais a déclaré qu'elle était trop pauvre pour payer sa chambre. Mademoiselle Charlotte Williams a expliqué s'être brièvement occupée du bébé pour 5 shillings par semaine, mais l'a rendu quand les paiements ont cessé. N'ont pas été versés. La défense a soutenu qu'Amy avait été réduite à arpenter les rues avec son bébé pendant les jours les plus froids de l'hiver, affamée et incapable de la nourrir. Ils ont expliqué que l'enfant avait pu mourir d'exposition et de faim dans les bras de sa mère. Ne sachant que faire, elle a laissé sa fille au bord de la rivière après sa mort. Les avocats ont également soutenu que si Amy avait tué son bébé, elle l'avait fait dans un état de désespoir qui lui avait fait perdre la raison. Ils ont présenté des témoins, surtout des femmes ayant vu Amy avant son arrestation. Toutes se rappelaient comment elle était venue demander de l'aide. Certaines ont affirmé qu'elle leur avait demandé un endroit pour un bébé, d'autres qu'elle avait supplié pour de l'argent ou proposé de vendre les vêtements de son bébé. Ces témoignages décrivaient une mère allant de porte en porte durant les semaines les plus froides de l'hiver, épuisée et de plus en plus désespérée, sans jamais trouver le soutien durable dont elle avait besoin. Lors de son interrogatoire, Amy, submergée par le chagrin, a sangloté en évoquant les circonstances tragiques de la mort de l'enfant. Elle a déclaré au tribunal qu'après avoir quitté l'asile avec son bébé, elle s'était rendue chez son père, mais l'entrée lui avait été refusée. N'ayant nulle part où aller, elle errait d'un endroit à l'autre, cherchant du travail ou de petites aides auprès de connaissances. Elle a dit qu'une femme avait brièvement pris le bébé d'elle, car le nourrisson avait froid et faim, et qu'elle était incapable de lui fournir même la nourriture la plus basique. Elle a dit que le sommeil lui échappait souvent, car elle était hantée par l'inquiétude de trouver du travail et de s'occuper de son enfant. Elle a dit que sa mère lui avait donné 2 pence pour la nourriture du bébé et que sa sœur ne pouvait rien lui donner. Regardant le juge, elle a affirmé avoir toujours tenté d'être une bonne fille, allant jusqu'à donner son dernier sou à son père quand elle vivait chez elle. Malgré ses supplications, les efforts acharnés de la défense et les circonstances épouvantables qui l'avaient poussée au désespoir. Le jury l'a reconnue coupable, mais a sollicité la clémence en raison de sa grande pauvreté et détresse. Le juge, cependant, a ignoré les demandes de clémence et a condamné Amy Gregory à la pendaison. Plusieurs journaux se sont emparés de son affaire et ont attiré l'attention sur les circonstances dans lesquelles elle et son bébé s'étaient retrouvés. Certains l'ont soutenu, d'autres non. Ceux qui l'ont soutenu ont souligné que l'asile de pauvres et d'autres formes d'aide publique étaient disponibles et capables de fournir de la nourriture, de la chaleur et un abri, et qu'ils auraient probablement pu empêcher la tragédie. Mais ils ont insisté sur le fait qu'aucune mère ne devrait être laissée aérer dans les rues avec un nouveau-né en plein hiver glacial, et que la société avait le devoir de rendre ce soutien à la fois accessible et acceptable. La couverture a également soulevé des questions plus larges de justice et de traitement de l'infanticide. Certains estimaient que les mères en détresse méritaient de la clémence, tandis que d'autres jugeaient la protection des nourrissons prioritaire, et que même une grande détresse ne pouvait justifier de prendre la vie d'un enfant. Les journaux, en rapportant à la fois la tragédie humaine et le contexte social,
ont attiré l'attention sur la tension entre la compassion envers la mère et la nécessité de protéger les plus vulnérables. Le jury, déçu que le juge n'ait pas accepté leur demande de clémence, a demandé à monsieur le juge Collins d'écrire au ministre de l'Intérieur pour solliciter la clémence pour la jeune femme. Une pétition pour une grâce a également rapidement circulé et a été soutenue non seulement par les habitants de Richmond, mais aussi par Madame Gertrude Jenner, une femme connue pour sa volonté de défendre les causes qu'elle estimait avoir été traitées injustement. Dans le cas d'Amy, elle agit avec son énergie caractéristique, organisant des pétitions et demandant la commutation de la peine. Sa persévérance a payé lorsque, le 1er avril 1896, le secrétaire d'État, après avoir examiné les circonstances, a conseillé à la reine d'accorder une grâce pour la peine de mort. Et la peine d'Amy a été commuée. Amy Gregory, détenue à Holloway, a ensuite été transférée à la prison de Woking. Amy Gregory, bien que sa peine ait été commuée, devait maintenant purger des travaux forcés à perpétuité. Cependant, après d'autres pétitions, elle a été transférée à la prison de Sa Majesté à Aylesbury et, en mars 1899, elle a été libérée sous licence. Elle a bénéficié d'un logement temporaire à Oxford House, puis a été placée dans une famille à Bournemouth. Par la suite, elle a été libérée et, en 1900, Enel s'était réconciliée avec son mari et ses enfants et vivait au 37 Napier Road à Isleworth. Elle est morte en 1956. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.